Bienvenue à la journée porte ouverte de l'EMC, dédiée à la sensibilisation et la citoyenneté numérique. Aujourd'hui, nous allons parler des écrans face aux jeunes, vaste sujet. Nous allons aborder les thèmes de la dépendance et santé mentale, du cyberharcèlement et la protection, et puis la régulation et l'éducation. Et pour en parler, nous avons la chance d'avoir 3 experts avec nous, Chani Benwalid, Olivier Gérard et Jennifer Elbaz. Vous allez, bonjour, vous présenter un à un. Chani, commencez. Bonjour, donc je suis Chani Benwalid, j'ai une double casquette. Je travaille dans un premier temps pour les services du Premier ministre, pour une délégation interministérielle qui lutte contre le racisme, l'antisémitisme, la haine anti-LGBT et les discriminations à l'origine, pour laquelle je suis en charge des questions numériques et de lutte contre la haine en ligne. Et par ailleurs, j'ai aussi cofondé une association qui s'appelle #Je suis là et qui lutte également contre la haine en ligne, la désinformation et le harcèlement. Merci Chani. Olivier? Bonjour, donc Olivier Gérard, moi je suis responsable d'un pôle qui s'appelle Médias et Usage numérique à l'Union nationale des associations familiales. Et depuis 20 ans, on accompagne sur le terrain les parents, les enfants, les familles autour de ces enjeux et de ces questions du numérique. Je suis par ailleurs membre du comité d'experts jeunes publics auprès de l'ARCOM, donc le régulateur des médias et de l'audiovisuel. Et voilà. Merci. Jennifer? Bonjour, Jennifer Elbaz, je suis responsable du service sensibilisation de la CNIL, la Commission nationale de l'informatique et des libertés. Et le service sensibilisation va vers les publics. On a une mission d'information à la CNIL et donc on va vers les publics à partir de 8 ans. Jusqu'après, il n'y a pas de limite puisque nous avons tous des droits sur nos données personnelles à partir de notre naissance jusqu'à notre mort. On peut faire déjà un premier état des lieux. Comment vous voyez l'évolution justement du rapport des jeunes face aux écrans? Qui veut prendre la parole ces derniers temps, parce qu'ils sont omniprésents aujourd'hui? Je pense que c'est assez logique que ce soit la CNIL qui commence parce qu'il y a quand même un sujet sur le fait que, je crois que, mais Jennifer me corrigera si besoin, mais que les enfants se connectent pour la première fois sur un réseau social à partir de 8 ans et demi et qu'entre 11 et 12 ans, ils ont en majorité déjà un compte sur les réseaux sociaux. Oui, en effet. Dans le RGPD, le Règlement général pour la protection des données, qui a été mis en vigueur en mai 2018, dans le Règlement général pour la protection des données, il y a un article, l'article 8, qui consacre des droits numériques aux mineurs. Pour se poser la question et surtout trouver des réponses de comment est-ce que les enfants seraient informés de leurs droits, comment est-ce que les industriels qui fabriquent des services numériques peuvent être conformes à la loi et comment est-ce que les adultes accompagnant les enfants peuvent aussi aider et accompagner les enfants dans l'exercice de leurs droits. On a mené un certain nombre de travaux et c'est là qu'on s'est rendu compte avant 2020 qu'effectivement les enfants étaient en interaction sur Internet. Ils n'étaient pas juste consommateurs de contenu, mais ils étaient déjà en interaction sur Internet, donc ils se créaient des comptes et avaient l'occasion d'échanger, de parler d'eux et de se construire en réalité une identité numérique. Après, le confinement a modifié un petit peu les usages et puis on a continué nos travaux pour comprendre aussi comment les adolescents utilisaient finalement les services numériques en ligne. En quoi le confinement a justement modifié les usages? Qu'est-ce qui a changé à partir de ce moment-là? L'accès aux appareils et à la connexion s'est démocratisé et s'est multiplié rapidement. En fait, clairement, les enfants se sont servis, se sont emparés des outils numériques pour apprendre, puisqu'il y avait la question de la continuité pédagogique. Oui. Et puis, au-delà de l'apprentissage, les parents travaillant, en étant à la maison, en devant tout gérer, les enfants forcément ont multiplié leurs pratiques. Et ils n'en ont pas été détournés. Finalement, ils ont continué à utiliser les outils numériques. Peut-être pour compléter, d'abord effectivement, puisqu'on parle des écrans, on a cette question des accès numériques en ligne, etc. Mais on constate depuis quelques années qu'il y a quand même une augmentation du temps d'écran de plus en plus précoce, y compris chez les tout petits. Alors ça ne va pas être sur des pratiques numériques en ligne, mais ça va être sur encore la télévision ou les plateformes vidéo de type, je ne sais pas si on peut les citer, mais notamment YouTube qui est très connu. Et on voit que chez les 0-3 ans, on a des taux assez importants, qu'en moyenne, on a une augmentation effectivement liée au Covid. Et comme l'a dit Jennifer, il y a eu à la fois une forme d'acceptation, voire même ça a permis quand même dans certaines situations de, entre guillemets, permettre que le Covid se passe bien. Sur 2 aspects, à la fois par rapport à la continuité pédagogique, j'y reviens pas, à la fois pour que entre parents et enfants, ça puisse au sein des familles
faire en sorte que tout le monde se retrouve avec les enfants et une acceptation qu'on laissait les enfants sur les écrans pendant que les parents travaillaient. Et aussi chez les adolescents, et on l'a vu à travers certains messages qu'au fond, l'idée, c'était de se dire, si on veut que les adolescents ne sortent pas et respectent le confinement, il faut les laisser aller sur les espaces numériques. En gros, c'était un peu, on ne va pas dans l'espace public réel, mais on va dans l'espace en ligne. Et cette courbe-là, on s'aperçoit que les chiffres ne sont pas revenus au niveau antérieur à 2020. Alors, on pourra en rediscuter, est-ce que c'est bien, pas bien, mais en tout cas, ce chiffre-là, une espèce de ce qu'on appelle une hystérésis d'un point de vue économique, c'est-à-dire qu'on n'est pas revenu au niveau antérieur. Et ça, c'est quelque chose d'important, et ça a marqué quand même cet événement du Covid, avec aussi des pratiques qui ont évolué, avec des pratiques, alors parfois on dit des pratiques isolées, mais en fait des pratiques beaucoup en ligne, et avec une forme de lien qui s'est un peu distendu dans le suivi et l'accompagnement des pratiques par les parents. Et ça, c'est quand même aussi une évolution majeure importante. On va en reparler. On a une idée des âges, en fonction des âges, des durées de visionnage, genre les moins de 3 ans, combien de temps par jour, les ados. Il y a beaucoup d'études qui sont faites. C'est très compliqué de mesurer le temps. On voit par exemple que chez les enfants, on arrive à peu près à mesurer le temps parce que c'est souvent des temps liés à un écran assez passif et assez fixe. Ça va être la télévision ou éventuellement la tablette. Donc ça, on arrive à peu près à le mesurer. On est sur l'ordre de 3 à 4 heures. Par jour ? Non, en fait, de 3 à 4 heures par jour, mais en moyenne sur la semaine. Donc ça compte les jours où il y a école, les jours où il n'y a pas 3 à 4 école. heures par semaine. Non, on peut être sur. Non, ben oui, parce que si vous avez des enfants, où ça inclut à la fois le temps de l'enfant tout seul, mais de l'enfant en visionnage en lien avec la famille. Et vous radez ne serait-ce que 2-3 programmes, 2-3 films, dessins animés par semaine, vous augmentez la moyenne. Et ça, ce qui est important aussi pour nous, c'est que c'est vrai, on ne focalise pas seulement sur la question du temps. La question du temps, elle est un élément important, mais c'est le contexte aussi, on y reviendra, la manière dont ces écrans et ces usages, notamment chez les enfants, si on reste sur les enfants, sont visionnés. Donc là, on a beaucoup de données. C'est plus compliqué lorsqu'on grandit en âge, parce que d'abord, il y a des phénomènes qui sont de multi-écrans, donc comment on les additionne. Et puis, on a des pratiques qui sont souvent d'hyperconnexion, mais séquencées, en fait. L'exemple du smartphone, c'est que c'est très compliqué, parce qu'il faut additionner, finalement, des micro-usages. On va additionner, alors, qui se répètent souvent, mais du coup, c'est assez compliqué. L'idéal, ce serait de pouvoir collecter, peut-être, les données des opérateurs téléphoniques pour savoir quel est le temps utilisant les téléphones, parce que sinon c'est très compliqué. Mais on est sur des taux qui peuvent aller, qui sont extrêmement importants et qui sont sans doute plus importants que le temps scolaire, par exemple, si on ne compte pas le temps scolaire où il y a utilisation des écrans, évidemment. Ouais. Justement, puisqu'on voulait parler de dépendance et de santé mentale, le but des plateformes, c'est quand même de garder le plus longtemps les jeunes, enfin tous les consommateurs, parce que c'est comme ça qu'elles gagnent de l'argent. Quels sont les stratagèmes qui sont utilisés pour garder l'attention ? On va parler des jeunes, puisqu'on parle des jeunes aujourd'hui. Oui, je pense que c'est important de revenir toujours là-dessus, même si maintenant la plupart des publics ont entendu parler de cette économie de l'attention, mais c'est important de bien l'expliquer, de bien revenir là-dessus, parce que ça explique pourquoi quelque part c'est un peu vicié à la racine, puisqu'effectivement une plateforme, c'est pas fait pour, elles sont pas faites de facto pour informer, pour vous donner une information quelconque ou pour autre chose que pour tout leur système, tout leur business model repose sur votre attention. Et donc, tout ce qui compte pour elle, c'est que vous restiez sur cette plateforme. Et pour ça, elle va faire appel à des émotions fortes, primaires, j'ai envie de dire, qui sont, ça peut être la peur, la colère, l'indignation, etc. Et donc ça, c'est des émotions qui vont faire que vous allez rester plus de temps donc sur leur plateforme, et donc on va pouvoir vous confronter à plus de publicité, et donc ce qui va leur apporter un revenu publicitaire. Mais c'est important de le dire parce que c'est vrai qu'aujourd'hui on critique beaucoup les plateformes, et à juste titre, sur le fait qu'il y a beaucoup de désinformation, de haine, etc. Mais en fait, leur promesse initiale, c'était pas de nous informer. Et ça marche parce que la vie n'est pas suffisamment stimulante. On va aller chercher plus de stimulation dans un monde parallèle. Alors c'est quand même très intelligemment fait et pensé. Donc je ne sais pas si on peut dire ça tout à fait, parce qu'il faut vraiment imaginer que derrière les algorithmes, il y a vraiment tout un tas d'ingénieurs extrêmement intelligents qui ont pensé la chose. Et il y a des plateformes qui sont particulièrement
voilà, qui ont développé un algorithme qui est particulièrement costaud en la matière. Donc je pense par exemple à TikTok, sur lequel bonne chance, en fait, sincèrement, hein, quand vous rentrez sur TikTok, bonne chance pour décrocher, tout simplement parce que dès que vous rentrez sur la plateforme, vous avez immédiatement, sans appuyer sur aucun bouton, vous êtes immédiatement confronté à une vidéo. Les vidéos, on le rappelle, durent à peu près 15 à 30 secondes. Donc même lorsque vous souhaitez sortir de cette vidéo, elle reste en fait dans un petit coin à droite de votre écran. Et en fait, de toute façon, quand vous scrollez, même si vous scrollez très vite, le temps d'apprentissage de votre personne, j'ai envie de dire, le temps pour la plateforme d'apprendre vos goûts et ce qui va faire que vous restez, il est extrêmement rapide. Donc en fait, la machine est quand même un peu plus forte que nous. Olivier ? Et peut-être pour compléter, effectivement, ce que vous soulevez est important, c'est que le modèle, il concerne tout le monde. Après, quand on regarde aussi quelles sont les populations qui sont le plus rapidement ou le plus facilement soumis à ces modèles-là, c'est souvent des populations où il y a une forme de vulnérabilité préexistante. Et la vulnérabilité... Vous pensez tout le monde ? C'est-à-dire que, enfin, c'est pas tout le monde, justement ? Honnêtement, tout le monde peut être, lorsqu'on rentre dans ces univers-là, tout le monde par nature peut être capté et pris dans une forme d'attention. Voilà, après, ça va dépendre. On a tous une vulnérabilité quelque part. Après, on peut tous l'avoir à un moment. On est tous vulnérables par rapport à ça, mais il y a des facteurs environnementaux qui peuvent le renforcer. Donc, vous disiez, effectivement, si on reste sur les jeunes, des jeunes qui sont dans des vulnérabilités, un mal-être, une situation familiale, un environnement scolaire qui est difficile, ils vont être plus vulnérables par rapport à ces mécanismes-là. Mais potentiellement, tout le monde peut l'être. Mais ce qui est important de ce que je voulais souligner, c'était qu'effectivement, vous posiez la question, est-ce que c'est parce que la vie extérieure, elle est moins intéressante ? C'est certain que si on est dans une difficulté, dans la vie hors numérique, pour ne pas dire vie réelle, vie virtuelle, parce que c'est une confusion, enfin, c'est un mot qu'il faut éviter d'utiliser. Si on est dans une fragilité, une vulnérabilité, une difficulté, on peut retrouver au départ, dans ces espaces-là, une forme de satisfaction, de bien-être, et on va se laisser plus facilement emporter. Ce qui veut dire qu'il faut être extrêmement vigilant lorsque, par exemple, on est adulte et qu'on observe des jeunes ou des enfants qui ont ces pratiques extrêmement importantes. Il y a évidemment les mécanismes sur lesquels il va falloir travailler. On parlera après de la régulation et de l'exigence qu'on doit avoir sur ces plateformes. Mais il y a aussi essayer de comprendre que ça peut être aussi le révélateur d'une fragilité, d'une vulnérabilité, et qu'elle est, et comment on la traite, comment on la règle. Et ça, c'est extrêmement important, parce que on n'est pas tous dans une situation ou un environnement équivalent, et on peut être plus vulnérable par rapport à ces éléments. Et aussi, parfois, il y a des jeunes qui se sentent seuls, qui n'osent pas parler de leurs problématiques, et peut-être qu'ils retrouvent face à eux sur les écrans des gens qui ont ces mêmes problématiques, et ils se sentent moins seuls, même si c'est complètement faux, et ça peut même les embarquer vers des dérives absolues, jusqu'à commettre l'irréparable. Et par ailleurs, pendant longtemps, on n'a pas vraiment outillé ces publics, puisque les générations précédentes, pendant des années, on n'a pas vraiment considéré ces problématiques, en tout cas pas à la hauteur des enjeux et des conséquences potentiellement dramatiques que ça pouvait générer. Et donc, effectivement, des publics qui ne sont pas outillés aujourd'hui peuvent être particulièrement vulnérables. Mais à tous les âges. On parle des jeunes, des enfants, mais adultes aussi, etc. Bien et sûr. cet outillage et accompagnement de tous les publics, elle est aujourd'hui nécessaire face à la puissance et au rouleau compresseur que sont ces dispositifs. Jennifer, vous vouliez réagir ? En fait, ce dont on se rend compte, c'est qu'il y a une porosité entre la vie en ligne et la vie tangible. Et nous, là où on essaye de sensibiliser les publics, c'est on essaye de créer un espace-temps de réflexion sur quel est le lien entre ce que je vois et ce que je fais en ligne et ma vie tangible. Est-ce que ce que je vois, ce qui m'arrive comme information, parce que la façon dont je suis identifiée par les plateformes en fonction des informations que j'ai données sur moi, en fonction de mes clics, de mes commentaires, des contacts que je peux avoir, de mes réactions, de mon temps en fait sur les contenus, ça va générer certaines informations qui vont m'arriver et quelles peuvent être les décisions que je peux prendre dans ma vie tangible en fonction de ce que j'ai vu. Ce qui est très subjectif parce que ça va dépendre justement de ce portrait qui est fait de nous. Donc on essaye de créer un espace d'information auprès de l'ensemble des publics et particulièrement des publics mineurs. Oui, parce qu'on pense tous qu'on est très libre en regardant tous ces réseaux, etc., sauf qu'on est complètement manipulé et donc on n'est absolument pas libre.
On perd en liberté quand on n'a pas conscience de tout ça, c'est certain. Ouais. Tous ces jeunes qui ont grandi avec les réseaux, ces plateformes, etc., on pourrait se dire qu'ils savent comment ça fonctionne, ils sont plus conscients, mais en fait, peut-être pas forcément, et peut-être au contraire, c'est ça? À quel moment est-ce qu'ils ont eu un espace justement d'information, un espace de réflexion? On sait que ce n'est pas à la maison, c'est certain. À la maison, ce n'est pas un sujet de discussion. Le sujet du numérique à la maison, c'est plutôt un sujet de tension que de discussion et de construction. À l'école, il n'y a pas non plus d'espace-temps. C'est une toute petite partie du programme scolaire, donc c'est compliqué. Dans les espaces périscolaires, il peut y avoir l'évocation de tous ces sujets, mais finalement, un enfant aujourd'hui qui a cette chance d'avoir accès à l'information, c'est la chance. C'est une chance. Vas-y, Chani. Je voulais mettre juste un tout petit peu de nuance par rapport à ça, même si je rejoins tout à fait les propos de Jennifer, mais effectivement, il y a quand même, bon, déjà, on évolue sur ces sujets-là. On a fait évoluer aussi, je pense au ministère de l'Éducation, à certains égards, les problématiques. Donc, de plus en plus, elles sont présentes, notamment au moment de la scolarité des jeunes. Donc voilà, il y a des programmes, le programme phare qui existe par exemple sur les questions de harcèlement, il y a le programme PIX aussi sur les enjeux de citoyenneté numérique. Mais par ailleurs, ce que je voudrais dire surtout, c'est qu'on se rend compte quand même quand on discute avec ces publics jeunes que ces problématiques, elles sont plutôt... il y a quand même une grande partie de cette jeunesse, même si le terme jeunesse veut un peu tout et rien dire, mais qui a conscience de ce dont on se parle là, peut-être parfois même plus que leurs propres parents, ou en tout cas que les adultes en général. Grâce à l'éducation ? Disons, je pense plutôt grâce à la pratique, parce qu'ils sont sur ces plateformes en fait au quotidien. Et parfois, nous, on a tendance de l'extérieur à diaboliser et en tout cas à méconnaître un certain nombre de sujets liés aux plateformes, parce qu'on n'est pas forcément sur toutes les plateformes. Il en existe des dizaines et des dizaines. Et par ailleurs, ces jeunes qui se sont retrouvés très vite sur ces plateformes, parfois, souvent, malheureusement, sans accompagnement, se sont emparés de ces outils et comprennent et nous relatent ce qu'ils vivent sur les plateformes et parfois même nous alertent et nous demandent de les protéger. Et je vous dis ça parce que c'est arrivé à plusieurs reprises. Nous, on a travaillé à plusieurs reprises dans le cadre d'ateliers, par exemple, de sensibilisation avec des jeunes. Et je dis jeunes au sens large, c'est-à-dire des collégiens, des lycéens, parfois des étudiants. Et régulièrement, on est assez étonnés et impressionnés par le niveau de connaissance de la problématique dont on se parle, de la part de ces jeunes, mais aussi par la conscience du fait que ce n'est pas du tout normal, en fait. Et parfois même, ça s'accompagne d'une demande vraiment de protection, de les protéger. C'est arrivé à plusieurs reprises et je crois que c'est même présent dans les derniers rapports. Il y a un rapport sur jeunesse et écran et aussi un rapport récent qui découle de la commission d'enquête sur TikTok. Et il relate aussi ça. Donc c'est quand même quelque chose de prégnant. Et par ailleurs, ce sont aussi ces jeunes publics qui aujourd'hui alertent le plus sur ces sujets-là sur les réseaux sociaux. Oui. Vous avez beaucoup de créateurs de contenu qui parlent de ça de façon très ouverte. Donc c'est quand même quelque chose d'assez positif, il me semble. Ouais, et de gros influenceurs comme Squeezie, Léna Situation ont parlé, se sont même éloignés des réseaux sociaux, donc ont contribué aussi à dire que ce n'était pas normal et à faire attention. Alors quand on est un jeune et qu'on est en souffrance, qu'est-ce qu'on peut faire concrètement? Qu'est-ce qu'on leur dit à ces jeunes-là? Qui peuvent nous regarder, qui peuvent se dire « oui, je suis seule, qu'est-ce que je peux faire ?» Oui, mes parents me disent « arrête de regarder ». Bon, c'est facile, mais pas si facile que ça, puisque c'est addictif. Qu'est-ce qu'on peut leur dire à ces jeunes-là qui nous regardent peut-être là? Alors, d'abord, leur dire, finalement un peu leur faire confiance aussi, parce que je pense qu'effectivement, il y a beaucoup de jeunes qui ont envie et ont compris que ça n'était pas normal, donc il faut s'appuyer sur eux. Après, nous, c'est très clair, c'est à partir du moment où, effectivement, un jeune s'estime ou se considère dans une situation où il n'est pas en capacité seul de s'en sortir, il faut l'inciter à aller se faire accompagner sur des problématiques. Comment? Par des professionnels, par exemple, de la santé mentale. Il parle à qui? Il parle à ses parents, du coup? Alors, il faut en parler avec les parents. Bon,
Ça dépend des Un situations. Un adulte, parce que on sait que la communication, les liens avec les parents, notamment à l'adolescence, c'est quelque chose qui est assez compliqué, qui a parfois, et nous on travaille beaucoup sur l'accompagnement des parents, il y a une vision de ces enjeux, et c'est ce que disait tout à l'heure Jennifer, c'est qu'on est plutôt sur une gestion des tensions et des risques, et que les jeunes vont avoir le sentiment que s'ils viennent exprimer une difficulté, ça va être plutôt une réponse, une réaction, une surréaction des parents qui vont avoir, et non pas une discussion, et non pas un échange, et non pas un soutien. Dans certaines Et puis, situations. les parents n'ont peut-être pas forcément les outils pour les accompagner. On est dans des situations qui sont extrêmement complexes, où, je le disais tout à l'heure, le lien, le rapport à ces outils-là, il s'explique à la fois par les outils tels qu'ils sont construits, par le jeune tel qu'il est, et par l'environnement et le contexte. Donc il y a énormément de paramètres, et à partir du moment où on est dans une situation extrêmement complexe par rapport à ces outils-là, il y a nécessité d'être accompagné plutôt par des professionnels. Donc il faut vraiment inciter les jeunes à ne pas hésiter à les consulter, à les trouver. Alors il peut y avoir les maisons des adolescents, il peut y avoir des centres qui travaillent avec les jeunes sur les aspects de santé mentale. Vraiment, il faut y aller. Encore une fois, il ne faut pas qu'ils culpabilisent. Ce sont des victimes d'un système, d'un environnement. Et encore une fois, on peut tous l'être. Donc il faut vraiment faire passer ce message-là. N'hésitez pas à y aller. Vous êtes victime, vous devez vous faire accompagner. Et on a quand même des situations où on est plutôt sur un accompagnement, un traitement efficace. Voilà. C'est-à-dire qu'on arrive à avoir des situations où on va réussir à réduire le rapport à la dépendance, parfois la pratique excessive. Donc ça, c'est plutôt positif. Mais évidemment, il faut être en capacité d'y aller. Et comme on a face à nous, encore une fois, une espèce de machine qui nous a pris, c'est très compliqué. Donc il faut... et là, les parents ont peut-être aussi un rôle, et le message, il y a des parents qui nous écoutent aussi, encore une fois, c'est de voir ces petits signaux d'alerte et d'essayer de comprendre qu'on est là. Par quoi ? Physiquement, comment ça se traduit quand on voit son enfant changer de comportement? C'est quoi les petits signaux les signaux, il peut y avoir effectivement d'abord la question du temps, une pratique où tout va passer par ces outils-là, des difficultés de communication, une forme de renfermement. Alors, encore une fois, renfermement par rapport à l'extérieur tangible, pour reprendre le terme. C'est-à-dire qu'on va s'isoler des copains, des sorties, on va rester plutôt enfermé. Donc il y a énormément de signes comme ça qu'on peut repérer. Un ado qui refuse de manger aussi, parce que le skin tox c'est très très grave, oui. Ça mène à des décès. Oui. Ça aussi bien surveiller. Ça c'est et donc vous avez ces petits signes. Alors évidemment là on est pour nous le message il est aussi, et lorsqu'on s'adresse aux parents notamment, c'est plutôt d'inverser les choses, c'est-à-dire de ne pas attendre que la situation soit là pour réagir, mais plutôt dès le départ d'être le plus tôt possible dans l'accompagnement, la mise en place d'un cadre, prendre l'habitude de discuter, d'écouter la parole de l'enfant, ses réactions, ses émotions, ce qu'il ressent, etc., pour éviter d'arriver justement à ces situations-là. Et qu'ils ne se sentent pas jugés. C'est culpabilisant aussi pour les parents. On ne sait pas quoi faire. Ouais. On a beau lui dire regarde-moi ou arrête de regarder. L'enfant, il a une pression, cette pression psychologique, la pression aussi du groupe, parce qu'ils sont tous en train de se parler des vidéos et si tu ne l'as pas vu, c'est un peu de côté. Donc il y a cette pression-là aussi. La pression sociale est très forte. Et elle a toujours existé, notamment à l'adolescence. La pression sociale, on l'a tous connue, quelles que soient nos générations. Là, aujourd'hui, elle est démultipliée et c'est très compliqué de lutter parce que, encore une fois, ces outils, c'est des outils de construction de son identité, de construction sociale, de rapport au groupe. Et aborder ces outils-là, c'est aborder ces questions-là. Effectivement. Et tout à l'heure, Chani évoquait la question des plateformes. Moi, j'aime bien rappeler que il y avait quand même une promesse finalement de ces plateformes et des réseaux sociaux qui auraient pu et qui pourraient être des outils formidables justement pour accompagner finalement les besoins des adolescents. Parce que de quoi on parle? On parle d'outils qui favorisent et qui accompagnent la construction de l'identité, qui permettent la communication, l'échange et le partage, qui permettraient la créativité. Donc en fait, le modèle finalement pur ou originel des réseaux sociaux, c'est un modèle sur lequel on peut y voir énormément d'opportunités. Sauf que le choix qui a été fait, c'est le modèle d'affaires basé sur la publicité. Et c'est pour ça que l'un des enjeux, c'est aussi de se dire, est-ce qu'on peut encore aujourd'hui imaginer revenir
sur des réseaux sociaux, alors ce qu'on appelle plus éthiques, ou pour reprendre les termes qui ont été utilisés récemment à l'Élysée, des réseaux sociaux d'intérêt public. Est-ce que ça, est-ce qu'on peut y venir ou pas? Parce qu'encore une fois, se dire, on a quand même des outils assez incroyables, assez formidables, qui pourraient être utiles véritablement aux jeunes, aux moins jeunes, aux adultes, etc. Sauf qu'ils ont été complètement pris en otage par un modèle d'affaires spécifique. Voilà, c'est l'outil. L'outil, c'est comment apprendre à l'utiliser plutôt que de n'être utilisé par l'outil. Oui, mais repenser aussi l'outil avec un autre modèle. Un autre modèle. Qui serait plus un modèle d'intérêt public et non pas un modèle d'affaires, de financement et de recherche de publicité. En même temps, les plateformes, elles investissent pour recevoir de l'argent. Ce n'est pas des bons samaritains. Il faudrait créer de nouvelles plateformes. Et peut-être que celles qui sont là aujourd'hui, alors je ne sais pas si c'est possible, mais presque faire table rase de celles qui sont là et de repartir sur quelque chose de plus pur. Peut-être que c'est une ambition un peu démesurée. Chani, vous vouliez ajouter quelque chose? Alors moi, sur les questions plus spécifiques peut-être, mais malheureusement qui concernent aussi les jeunes publics, de haine en ligne, de cyberharcèlement par exemple, il y a des choses très concrètes quand même. Oui. On est loin du compte, disons qu'on a encore beaucoup de progrès à faire, mais aujourd'hui, il existe des outils, il existe des ressources, il y a des bonnes pratiques à mettre en place. Et je pense que c'est important de les donner, d'être concret justement. Déjà, quand on est victime ou témoin, la première chose, je pense, quand on est confronté à un discours haineux, c'est vraiment de penser à se protéger. C'est la première chose qui doit nous venir en tête. Et donc pour ça, l'idée, c'est avant tout de s'assurer, de bloquer éventuellement la personne qui nous a écrit, bien sûr, de s'assurer qu'elle ne peut plus communiquer avec nous, peut-être même prendre un temps, sortir de la plateforme un temps, d'avoir une personne référente. On parlait tout à l'heure aussi du programme phare. Il existe des référents, il existe même des ambassadeurs dans les écoles. Donc les ambassadeurs, ce sont des jeunes, du même âge, si on n'a pas envie de parler immédiatement avec un adulte, mais il existe des référents, donc parfois c'est des professeurs. Dans toutes les écoles? Alors, normalement, à partir de la 5e, non, pardon, pas à partir de la 5e, dans les collèges et les lycées, dans les écoles, dans les collèges et bientôt dans tous les lycées. D'accord, bonne nouvelle ça. Ouais. Et donc, il existe, normalement, il existe un référent, potentiellement un ambassadeur. Mais surtout, donc l'idée, c'est de sortir éventuellement, de ne pas répondre à la personne, de garder des preuves. Ce n'est pas un réflexe qu'on a, mais alors quand c'est public, ça paraît très technique, mais c'est important de garder le lien URL, parce que c'est à partir de là qu'on va pouvoir faire plein de choses ensuite. Donc de garder les liens, de garder évidemment les captures d'écran, notamment quand c'est des messages privés. C'est important de dire que ce qui se passe en ligne n'est pas, s'agissant de haine et de harcèlement, ce n'est pas plus normal que lorsque ça se passe hors ligne, c'est-à-dire que ce n'est pas autorisé. C'est donc, donc de temps en temps, c'est de la toxicité. D'autres fois, c'est vraiment des contenus qui sont illicites. Et donc, lorsqu'on est face à des contenus illicites, il est possible de porter plainte. On a encore très peu de plaintes, mais c'est une possibilité. On peut tout de suite aussi contacter le 3018. C'est le numéro officiel, et en particulier pour la jeunesse, des cyberviolences, de manière globale. Donc vous aurez un contact immédiat, c'est l'association e-Enfance qui gère ce numéro. Vous avez aussi la possibilité de contacter d'autres associations, il en existe. Je pense à Stop Ficha, par exemple, pour les cyberviolences sexistes et sexuelles. L'association Je suis là, que j'ai cofondée, qui est plutôt dans l'idée de réagir face à ça, de venir soutenir les victimes. Donc il existe quand même des choses. Il existe aussi la plateforme Pharos. C'est une plateforme qui est très peu connue du grand public encore. J'espère que ça va changer. J'espère qu'on va réussir à faire connaître cet outil parce qu'il est important. C'est vraiment la plateforme officielle de signalement des contenus illicites ou manifestement illicites, parce qu'évidemment, en particulier quand on a moins de 18 ans, on n'est pas forcément au fait de ce qui est illicite ou pas. Mais dès qu'on a un doute, moi, je recommande vraiment d'aller sur cette plateforme et de signaler le contenu. En général, entre 48 et 72 heures, le contenu est traité. Donc voilà, il existe quand même des choses. C'est loin d'être parfait, hein, vraiment. On en a conscience, mais même ce qui existe aujourd'hui, les ressources, les outils,
ne sont pas assez connus du grand public. Eh ben, merci de nous les partager. Gardez bien cette vidéo parce que si un jour autour de vous, vous sentez que quelqu'un en a besoin, il faudra la lui envoyer parce que des tas de ressources, d'idées, de conseils. Merci Chani. Jennifer, justement, quelqu'un qui est cyberharcelé, déjà comment il se rend compte qu'il est cyberharcelé? Parce qu'il peut y avoir une marge peut-être... Alors, on peut ne pas considère l'être. légalement qu'il y a du harcèlement quand il y a la notion d'atteinte à la personne et de répétition. La première chose que nous, on conseille sur la vie en ligne quand on a moins de 18 ans, c'est de protéger ses données personnelles et donc protéger sa vie privée. Le premier geste qu'on peut tous mettre en place et qui est gratuit, c'est d'avoir un mot de passe qui est fort et qui est différent sur chaque service que l'on utilise en ligne. Ça nous paraît anodin, mais quand on fait des sondages dans les différentes interventions que l'on peut faire, qui utilise une suite numérique ou une suite alphabétique, en fait la moitié de la salle, qui utilise le nom de son chien ou bien une partie de son prénom et de son nom, l'autre moitié de la salle. Donc en réalité, ça, c'est vraiment la première chose à mettre en place. Pourquoi ? Parce que quand on est jeune, la vie numérique prend beaucoup de place dans la vie en général, et quand on se fait usurper son identité ou bien qu'on se fait hacker son mot de passe, il y a tout un panel de conséquences qui est vraiment fâcheux. Donc la première chose, c'est un mot de passe solide et fiable pour chaque service que l'on utilise en ligne. D'autre part... C'est quoi les conséquences fâcheuses, pardon ? Si je hack votre compte, par exemple, d'un réseau social, je peux publier des choses en votre nom, je peux contacter tout votre réseau, j'ai accès à toutes les informations que vous avez remplies pour créer votre compte, donc vos données personnelles. J'ai accès également à votre historique de messages que je peux pourquoi pas publier. Je peux tenter d'escroquer vos contacts, je peux faire plein de choses en réalité. Donc c'est vraiment embêtant. Donc le mot de passe, le pseudo que l'on utilise, c'est un pseudo qui ne permet pas de révéler notre identité, donc pas de morceau de prénom de notre nom, de notre localité. On se rend compte dans la pratique, on a mené des travaux auprès des adolescents, on leur a posé la question de ce qu'ils faisaient et comment ils le faisaient. Donc dans les pseudos, en général, ils identifient le risque, donc utilisent un pseudo, mais qui permet de les identifier. Donc un pseudo qui ne permet pas de nous identifier. Okay. Une photo de profil qui est floutée, qui ne permet pas de voir notre visage. Dans la bio... Ça, c'est sur les réseaux sociaux ? Oui. Mais ce n'est pas du tout le principe des réseaux sociaux. En tout cas, la photo de profil... Tout à fait. On sait bien comment on est retrouvé si on met un... Bien sûr, on sait que ça vient en tension avec le besoin adolescent de reconnaissance des pairs et de suivi, etc. Et d'être retrouvé par ses amis. Si on a un pseudo, il faut que les amis le connaissent. Pour être retrouvé justement par les amis, on peut donner le pseudo à ses amis. C'est par les personnes qu'on ne connaît pas qu'on ne sera pas trouvé. Mais justement, quand on a moins de 15 ans ou moins de 18 ans, ça reste mieux de ne pas être abordé par des inconnus. Donc le mot de passe, le pseudo, la bio, refuser les cookies parce que, qu'est-ce que c'est un cookies ? En fait, c'est un fichier qui se dépose sur notre appareil, téléphone, ordinateur et qui va regarder tout ce que l'on fait en ligne. C'est vrai qu'on accepte naturellement sans se poser de questions. Et donc ça, c'est des petits espions qui vont aller récupérer nos données, c'est ça ? Oui, oui, tout à fait. Pour nous vendre derrière des publicités qui nous correspondent. Tout à fait. Toujours l'argent. Ouais. Un compte en privé pour pouvoir monitorer à qui on transmet des informations sur soi, auprès de qui est-ce qu'on publie des informations, et naviguer en privé. Donc ça, c'est les conseils que l'on donne à tout le monde, et aux jeunes en particulier. Quel pourcentage les suit ? Alors, on ne sait pas finalement combien de personnes suivent ces conseils, mais en tout cas, le retour qu'on a quand on voit à nouveau les personnes qu'on a vues, c'est vous aviez raison, j'ai modifié mon mot de passe, ou bien le mot de passe, ça parle à tout le monde parce que c'est très concret ce qui peut se passer, ce qui peut nous arriver quand on n'a pas un mot de passe qui est fort. Ce que je voulais dire aussi, c'est que nos adolescents sont victimes d'escroqueries en ligne comme les adultes, d'escroqueries bancaires, enfin financières. Donc le conseil aussi très pratique que l'on donne, c'est d'avertir la banque et de garder des preuves et de porter plainte. Vous avez aussi un service en ligne qui s'appelle le 17 Cyber qui permet de trouver des réponses en fait. Le 17 Cyber, c'est qui peut être contacté par les mineurs. Effectivement, sur les questions de cyberharcèlement, c'est le 3018 qui peut être accessible par téléphone ou en ligne par chat et il ne faut pas hésiter à contacter plusieurs fois jusqu'à ce qu'on ait quelqu'un en ligne. Qui est disponible tous les jours. Et puis, dans la question des violences en ligne, on a aussi donc, le problème des sextorsions, du grooming. Là aussi, le référence, c'est le 3018. Ce sont les adultes qui abordent les mineurs. Ah oui. D'accord.
Et Point de Contact a développé un outil qui s'appelle Disrupt, qui permet d'éviter la reproduction des images compromettantes nous concernant en ligne. Donc si elle est publiée une fois, Disrupt permet de faire en sorte que l'image ne sera pas republiée ailleurs sur Internet. D'accord, il y a de plus en plus d'outils qui sont mis en place pour la protection. On va parler aussi dans cette dernière partie de la régulation. Qu'est-ce qui est fait aujourd'hui concrètement et qui est efficace pour éviter justement le harcèlement et protéger les jeunes Donc les jeunes peuvent porter plainte, oui. accompagnés ou non de leurs adultes de confiance. D'ailleurs, il est possible maintenant d'être en chat direct avec une personne de la police ou de la gendarmerie via masécurité.gouv.fr et ça c'est très important. Très bien. Donc la justice, il peut y avoir un processus judiciaire et les enfants pourront être protégés. On a un arsenal juridique qui permet de protéger les enfants. Encore faut-il le faire connaître. Les jeunes ont des droits. Ils ont tout intérêt à les exercer. Ils peuvent faire retirer des photos et des vidéos dans lesquelles ils apparaissent. Ils peuvent demander l'accès aux informations que les plateformes ont sur eux et les faire rectifier. Ils peuvent faire supprimer leur compte. Bref, en fait, on a des lois qui sont en place. On a un enjeu de les faire connaître pour que les personnes exercent leurs droits. Il y a des lois, il y a des dispositifs, mais c'est transmettre l'information. Olivier ? Sur ce point-là, on est quand même dans une période assez intéressante. On a quand même notamment des textes au niveau européen, on a tous entendu parler du Digital Services Act, qui vise quand même à augmenter un peu le curseur d'exigence envers les plateformes et donc de vraiment se mettre sur un régime de responsabilisation beaucoup plus forte des plateformes, que ce soit en termes de mise en place de dispositifs de prévention, en termes de sensibilisation et d'information. Donc les choses évoluent et on voit que, alors évidemment, l'enjeu, c'est on a face à nous des plateformes qui ont un enjeu économique bien compris, donc il faut que les choses avancent, mais on est quand même dans un contexte plutôt positif. Alors tout est très fragile, tout est très précaire, sans faire de la géopolitique. On a bien vu que cette question du DSA, elle a été questionnée, y compris par l'administration Trump, ce qui montre quand même qu'il y a des choses qui posent des questions. Mais on a aujourd'hui, effectivement, Jennifer l'a dit, un arsenal juridique qui existe, des dispositifs qui se mettent en place, et il faut véritablement convaincre, alors faire connaître et convaincre de l'utilité. Nous, on parlait de Point de Contact, on travaille nous aujourd'hui à voir comment on peut faire connaître aussi ces signaleurs de confiance qui ont été désignés notamment par l'ARCOM et qui sont là justement pour avoir un canal spécifique avec les plateformes et presque prioritaire. L'idée est de dire, si vous signalez en passant par des signaleurs de confiance, votre demande va être tout de suite reconnue et traitée plus rapidement. On a besoin d'une ouverture et d'une collaboration avec les plateformes. Tout à fait. Et elles ont cette obligation-là qui leur est imposée par les textes européens. Encore faut-il que le public, jeunes, moins jeunes, jeunes parents, connaissent et se saisissent. Et on voit que la question, par exemple, du signalement n'est pas une question si simple que ça. Et que parfois, signaler un contenu, c'est pas un exercice si facile. Et nous, on dit aussi signaler des contenus qui vous concernent, mais il y a aussi un enjeu citoyen. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on voit des contenus qui potentiellement peuvent être préjudiciables à une autre personne, c'est notre rôle de citoyen aussi de le signaler. Donc c'est travailler sur ça, sur l'acceptation et sur l'utilisation. Voilà, faire savoir. Le dernier mot à Chana justement là-dessus avant de se quitter, puisque cette table ronde est presque terminée. Oui, alors moi j'allais dire quelque chose qui n'est pas forcément positif, donc il faudra qu'on trouve une autre conclusion. Mais je voulais dire, enfin c'est pas que c'est pas positif, mais disons qu'il y a quand même aujourd'hui un vrai enjeu de bonne application, parce qu'effectivement, je suis d'accord avec Jennifer et Olivier, les lois, les réglementations, elles existent, mais aujourd'hui, on a quand même un manquement en termes de bonne application. Oui. Donc, on parlait effectivement de cette réglementation européenne, le Digital Services Act, qui est une vraie avancée en la matière. Voilà, nous, en France, depuis environ 2020, on a sorti un certain nombre de lois. On est assez en avance par rapport à nos collègues, notamment européens. Évidemment, de l'autre côté de l'Atlantique, ils ne sont pas plus avancés que nous en la matière. Mais en l'occurrence, donc on a fait vraiment un bond en avant avec cette réglementation européenne, parce qu'évidemment, on ne peut pas régler ces problématiques à la seule échelle locale, on le sait. Donc à un moment, il fallait penser un peu plus loin que nos seules frontières.
Et cette réglementation, elle est vraiment intéressante. Voilà, effectivement, elle impose un certain nombre de choses aux plateformes. Elle va un peu plus loin dans la responsabilisation de ces plateformes. Mais pour autant, aujourd'hui, on se rend compte, force est de constater que voilà, ces plateformes, elles ne respectent pas nécessairement cette réglementation. Évidemment, sous l'administration Trump, les choses n'ont pas été rendues plus faciles. Voilà. Donc, aujourd'hui, il y a des enquêtes qui sont en cours au niveau de la Commission européenne et n'ont toujours pas rendu leurs conclusions. Alors donc c'est pas gagné cette histoire. Mais vous savez quoi ? On va suivre de près l'évolution qui nous concerne tous. Merci infiniment à nos experts, c'est très intéressant. Et comme je disais tout à l'heure, n'hésitez pas vraiment à enregistrer, à partager cette table ronde parce qu'elle fourmille de conseils et de façon aussi d'être plus attentif. Donc merci infiniment à vous et on se retrouve très vite bien sûr pour une nouvelle table ronde de l'EMC. Merci.